tu me permets de pouvoir passer mes slides parce que je pense que je suis bloqué. Oui, je vous donne la possibilité. Donc, vous êtes... c'est bon maintenant. Je pense que c'est bon OK. Maintenant? Oui, c'est bon. Attends, je reprends encore. OK, c'est bon. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit l'écran. D'accord. On va afficher, mais il faudra peut-être mettre en diapo. C'est bon, on voit l'écran? Oui, on voit l'écran. D'accord. D'accord. Alors, le thème qui nous rassemble. Alors, bonjour à tous hein, et merci à ceux qui se sont connectés et qui vont peut-être, les autres viendront après. Je me présente, Léon Brandré, c'est mon profil donc qui s'affiche. Alors, je suis informaticien de formation et je suis spécialisé en management et protection des données à caractère personnel dans une école d'ingénieurs du numérique de Paris. Et donc, j'ai un double diplôme dans le métier, un diplôme universitaire à correspondant informatique et liberté. C'est ce qui est devenu aujourd'hui Data Protection Officer. À l'époque, ça s'appelait correspondant informatique et liberté. Et avec le règlement européen, c'est aujourd'hui le Data Protection Officer qui est en fait le délégué à la protection des données personnelles et un master en management de protection des données personnelles. Alors, je suis dirigeant d'entreprise, on va dire entrepreneur d'un cabinet conseil de formation et d'accompagnement des entreprises au respect des législations liées à la protection des données personnelles, à la lutte contre le blanchiment de capitaux et à la cybersécurité. Donc, voilà en gros ma présentation. Et donc, je suis dirigeant du groupe DPSE, qui veut dire Data Privacy Solution Expert. Il y a beaucoup de franglais dans la protection des données personnelles, mais c'est comme ça. Souvent, les mots en français sont un peu compliqués, donc on utilise souvent l'anglais. Donc, voilà. Donc, le nom de mon cabinet, du cabinet est fait à dessin aussi. Voilà. Pour comprendre un peu. Voilà. Donc, le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est la gestion de la relation client et la protection des données personnelles dans les transactions. Alors, voilà ce qu'on va faire. Je vais passer juste quelques slides. Je ne vais pas avoir un temps de parole trop long. L'objectif est de permettre à tous ceux qui sont connectés de pouvoir vraiment échanger sur la problématique. Certaines personnes ont des questions, ont des interrogations et le sujet est tellement pertinent aujourd'hui dans le milieu financier, dans les activités bancaires, les assurances et tout ce qui est, on va dire, entreprise de mobile money, que la protection de la vie privée des personnes concernées dans ce business d'utilisation des données personnelles par ces acteurs, on va dire télécoms et financiers, pose aujourd'hui cette problématique-là de où est-ce qu'on se situe, où est-ce qu'on se place et quelle est l'utilisation, ou bien comment utiliser ces informations-là en respectant la loi. Voilà. Donc, je vais pas trop m'attarder sur des définitions. Je vais juste présenter le contexte. Et puis, on va dire en 15 minutes, je vais présenter un certain nombre de choses et après, on pourra échanger là-dessus. Mais si jamais, pendant la présentation, il y a des questions qu'on veut poser, ben, il n'y a aucun souci. On est ouvert. Ce n'est pas une formation, on va dire, pédagogique dans une salle de classe. C'est un échange et un partage de compétences et de connaissances. Voilà. Donc, j'apporterai le peu que je connais. Et les personnes connectées aussi, à travers les questions qu'ils poseront, permettront à tout le monde de pouvoir mieux appréhender le sujet. Donc, gestion de la relation client et protection des données personnelles dans les transactions électroniques. OK. Alors, on va voir les enjeux des données personnelles. Hein. On va voir la gestion commerciale, parce que c'est là-bas qu'on collecte toutes les informations. Et on va voir les solutions innovantes. Vraiment, très brève présentation pour permettre à tout le monde de pouvoir échanger ensemble. Les enjeux des données personnelles, ce que je veux expliquer ici, c'est quand même de savoir, quand on parle de données personnelles, de quoi est-ce qu'il s'agit. Hein? Il faut quand même connaître la définition d'une donnée à caractère personnel, qui est en fait toute information qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne. Ça veut dire tout simplement une donnée qui permet de savoir que moi, je m'appelle Léon Brandré, je suis entrepreneur, j'habite à Cocody, Angré, je parcours un trajet souvent de telle destination, d'un point A à un point B, et toutes ces informations-là regroupées, j'ai une adresse mail, j'ai une adresse postale, j'ai un numéro de téléphone,
hein, j'ai des données financières qui me permettent d'être identifié lorsque je vais à la banque pour pouvoir retrouver mon compte et puis me permettre de faire des opérations, donc des informations financières. Je travaille dans telle entreprise, j'occupe tel poste, hein, dans des données de vie professionnelle, hein, les données de vie personnelle, les habitudes qu'on a de consommation, hein, les habitudes d'utilisation des réseaux sociaux. Hein. Donc, toutes ces informations-là permettent à un moment donné de pouvoir m'identifier directement lorsqu'il s'agit de mon nom et de mon prénom ou indirectement lorsqu'il va s'agir de concaténer certaines informations, comme par exemple la plaque d'immatriculation, le numéro de compte bancaire. Il va falloir associer d'autres informations pour pouvoir savoir que tel numéro de compte bancaire appartient à telle personne. Donc, une donnée à caractère personnel, c'est toute information donc, qui va permettre de pouvoir retrouver cette personne-là lorsque on la recherche. Le traitement de données personnelles, ce sont les opérations qu'on va effectuer à partir des données que nous avons collectées. Donc, c'est ça qu'on dit toute opération ou ensemble d'opérations. Donc, je collecte une information, je l'enregistre dans mon ordinateur, je traite l'information et ça me permet de pouvoir sortir le numéro de compte bancaire, ça me permet de pouvoir sortir le contrat qu'on a signé, le contrat qui permet à la personne qui a le compte dans l'entreprise de pouvoir utiliser les produits, dans la banque, de pouvoir utiliser les produits qu'on lui a proposés. La gestion des clients, comme exemple, la gestion de la fraude, hein, on met en place des dispositifs qui permettent de retracer toutes les transactions de manière à ce qu'on soit rassuré que l'argent qui rentre dans le compte n'est pas issu d'un blanchiment. Donc, toutes ces opérations-là que nous menons au quotidien à partir des informations que nous avons collectées afin de pouvoir proposer ou afin de pouvoir gérer les informations concernant cet individu ou cette personne concernée, c'est ce qu'on appelle un traitement de données à caractère personnel. Donc, tant que l'opération que nous sommes en train d'effectuer n'est pas arrêtée, on considère qu'on est toujours dans le traitement. Donc, le traitement peut être une seule opération ou ça peut être un ensemble d'opérations jusqu'à ce que l'itération s'arrête. Et les traitements, c'est ce qu'on fait généralement dans tout ce qui est transaction, dans tout ce qui est gestion commerciale. Ce sont ces traitements-là que nous faisons qui posent aujourd'hui la problématique et la réflexion de savoir où nous nous situons lorsque nous effectuons ces traitements à partir des données collectées là par rapport aux produits et services que nous proposons aux personnes concernées. Le responsable de traitement, donc, c'est le responsable d'entreprise. Donc, c'est la personne physique ou la personne morale, hein, ou la personne morale justement représentée par une personne physique qui détermine l'objectif pour lequel on met en œuvre un traitement. Donc, si vous avez du mobile money, c'est vous qui définissez, lorsque vous mettez en place une structure de mobile money, quels sont les objectifs que vous fixez, mais quelles sont les finalités pour lesquelles vous mettez en place cette finalité-là. Et c'est à partir de cette finalité-là que vous identifiez tous les traitements nécessaires qui vont justifier la collecte des informations en vue de pouvoir satisfaire le client pour lequel vous mettez à disposition un produit. Et donc, le responsable de traitement a obligation de garantir l'intégrité et la confidentialité des données. C'est de là justement que tout part. Nous collectons des informations, nous en faisons un traitement, mais nous endossons la responsabilité de garantir que ces informations que nous avons collectées là doivent rester confidentielles et sont sécurisées pour ne pas qu'elles puissent porter atteinte à la vie privée des personnes concernées. C'est pour cela qu'on parle de données à caractère personnel. Données d'identification sécurisées, données d'identification gardées confidentielles, protection donc de la vie privée des personnes concernées. Et donc, nous savons que dans le milieu financier, beaucoup d'informations sont collectées, à tort ou à raison, pour justifier qu'elles sont nécessaires pour la mise en œuvre du traitement pour lequel elles sont collectées. La problématique donc qui se pose, c'est de savoir comment est-ce que les acteurs financiers abordent-ils l'implémentation de la réglementation des données personnelles? Est-ce qu'ils savent déjà de quoi est-ce qu'il s'agit? Est-ce que face à toutes ces informations qu'elles collectent pour le traitement
concernés pour les finalités qui ont été définies par le responsable de traitement, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que la réglementation des données personnelles est un frein à la recherche des solutions innovantes? Aujourd'hui, nous sommes face à une digitalisation des services bancaires. Ça ne date pas d'aujourd'hui d'ailleurs, mais nous évoluons effectivement vers la digitalisation de nos services, de nos processus. Nous mettons en place des applications que les clients peuvent utiliser sur des téléphones portables. Nous mettons en place des dispositifs pour ne plus que les clients se déplacent dans les banques pour pouvoir effectuer des opérations, des transactions. Ça nécessite forcément la modification des habitudes de communication et de paiement. Et donc, la mise en place de ces services digitaux-là donne un impératif d'identification renforcé parce que vous allez collecter beaucoup d'informations, des informations même qui vont aller au-delà même des informations nécessaires à la réalisation de la finalité. Mais ces informations que vous allez collecter là, vous allez vous retrouver à un moment donné où la loi vous dit, vous ne devez pas collecter ça, vous ne devez pas collecter ceci. Alors que c'est important pour vous. Je prends un exemple très simple. On va effectuer une opération bancaire à la caisse et puis on vous dit que pour pouvoir effectuer l'opération, il faut que ce soit votre pièce d'identité. Mais quand on dit pièce d'identité, on a la carte nationale d'identité, on a le passeport, on a le permis. Tout ceci là constitue des pièces d'identité. Mais on vous dira par exemple que le passeport ne passe pas. Le permis ne passe pas. Il faut forcément que ce soit la pièce d'identité ou l'attestation d'identité. Pourquoi? Parce que pour lutter contre la fraude, les banques sont obligées de mettre en place des dispositifs et de collecter les informations qui permettent d'identifier, de savoir que c'est la personne elle-même. Le passeport est considéré comme étant un document de voyage, bien que vous ayez votre identité dedans. Le permis est considéré comme étant un document qui permet de pouvoir conduire la voiture. Mais la pièce nationale d'identité regroupe toutes les informations qui ont contribué à la constitution de ces différents documents-là. Et aujourd'hui, nous sommes passés au permis biométrique parce que la biométrie est un moyen de sécurisation, mais surtout de traçabilité ou de reconnaissance de la personne puisque notre empreinte est unique. Voilà. Donc, l'impératif d'identification renforcé face à tous ces dispositifs de digitalisation ou ces services de digitalisation que nous mettons en place aujourd'hui oblige les établissements financiers à mieux connaître leurs clients, à profiler leurs clients, à mettre en place des procédures de gestion client qui permettent de pouvoir vraiment fidéliser ces clients-là. Mais bien sûr, à mettre en place des dispositifs de lutte contre le blanchiment des capitaux, parce que lorsque vous recevez un fonds, très souvent dans certaines banques, on vous demande même de justifier au-delà de 1 million. Les banquiers sont en ligne, ils nous diront à partir de quel montant est-ce qu'on est obligé d'apporter des justificatifs, parce que la lutte contre le blanchiment des capitaux est un impératif pour elle, pour ne pas qu'elle soit retoquée après par la commission bancaire. Les exigences donc de KYC, de Know Your Customer, sont aujourd'hui nécessaires dans la mise en œuvre de ces nouveaux services-là, mais surtout de prendre les dispositions nécessaires pour la protection de la vie privée des personnes. C'est une obligation donc de connaissance du client, par la mise en place des procédures qui permettent d'identifier clairement le client, élément central donc des lois, évidemment de la lutte contre le blanchiment de capitaux et anticorruption, mais aussi le profilage pointu du client. Parce qu'on va collecter énormément d'informations qui vont permettre de pouvoir octroyer au client un crédit ou non. Mais on va plus loin, parce que là où la protection des données personnelles et les pistes de solutions le disent, le rapprochement entre les autorités et les régulateurs au niveau des services financiers pour croiser les approches en termes du KYC, c'est quoi? On collecte des informations qui sont dans une base centrale. Vous allez à la banque pour demander un crédit
et la banque vous dit, désolé, on ne peut pas vous octroyer le crédit. Et puis, le banquier, il te dit carrément qu'on ne peut pas vous octroyer le crédit parce que vous n'avez pas payé votre facture d'électricité. Vous voyez? Comment lui l'a fait pour savoir que vous n'avez pas payé votre facture d'électricité? Est-ce que le crédit que vous venez prendre là même là, ce n'est pas pour aller payer cette facture d'électricité? Donc, la limite dans la gestion justement de ces données-là, c'est de savoir ce qu'on en fait et si on les collecte, pourquoi on les collecte. Vous convenez avec moi que c'est très frustrant pour une personne qui va demander un crédit qu'on lui dise que parce que vous n'avez pas payé votre loyer, on ne peut pas vous octroyer le crédit parce que vous n'êtes pas un bon client. Alors, donc, les informations que nous collectons, nous voulons certes connaître notre client, c'est une exigence aujourd'hui, la commission bancaire, pour mieux connaître le client. Mais les informations que nous collectons ne doivent pas nous permettre de porter atteinte à la vie privée de la personne au point de la frustrer ou bien au point de lui exposer de sa vie. Donc, la communication entre des données entre les différents acteurs doit permettre de respecter la vie privée de ces personnes-là. Mais ce n'est pas parce qu'on doit respecter la vie privée de ces personnes-là qu'on doit leur permettre de faire tout et n'importe quoi. C'est la raison pour laquelle le rapprochement entre les autorités de protection et les régulateurs financiers pour croiser les approches en termes de KYC sont nécessaires aujourd'hui dans la mise en place de tous ces services digitaux-là, pour savoir réellement quelles sont les limites où on se situe, pour pouvoir toujours donner satisfaction aux clients tout en le protégeant, mais tout en protégeant aussi la banque. Il y a des interdits, mais j'ai pour habitude de dire qu'il n'y a pas en fait d'interdit. C'est juste qu'il faut respecter les dispositions liées à la réglementation sur la protection des données personnelles, tout en respectant les dispositions ou les exigences de la commission bancaire pour trouver le juste milieu afin de protéger le client et de protéger aussi la banque. Apprécier les principes face aux risques posés par le client et appliquer le principe de proportionnalité dans la collecte ou le traitement des données. C'est des pistes de solutions, il y en a énormément, mais j'ai proposé ces deux solutions-là parce qu'elles impactent vraiment la gestion du client dans ces transactions ou dans ces services de digitalisation. Il y a aussi le crédit scoring, j'en parlais, le traitement du profilage, le traitement automatisé à l'aide des décisions de crédit, les exemples que j'ai donnés tout à l'heure, dont l'objectif est d'identifier les caractéristiques personnelles du client pour repérer les emprunteurs défaillants. La mesure de fiabilité, est-ce que les personnes sont dignes de confiance? Est-ce que ces personnes-là peuvent respecter leurs engagements? Donc aujourd'hui, lorsque vous allez même ouvrir votre compte, il y a beaucoup d'informations même qu'on va vous donner et à la limite, ces informations-là sont tellement personnelles que vous vous demandez est-ce que c'est nécessaire d'ouvrir mon compte dans la banque? Mais en même temps, si vous n'ouvrez pas votre compte dans la banque, vous ne pourrez pas effectuer un certain nombre d'opérations. Donc, la finalité du traitement est très importante dans la prise en compte de cette problématique des données personnelles-là face aux enjeux des établissements financiers. Mais derrière, il faut mettre en place des dispositions de respect de certaines obligations qui vont permettre de pouvoir protéger ce client-là. Il y a les mesures de solvabilité, l'analyse des données budgétaires afin de déterminer si le demandeur dispose des moyens nécessaires au remboursement du paiement ou pas. L'exemple que j'ai donné est parlant pour ces slides-là qui est présenté pour qu'on puisse savoir où se trouve le juste milieu. Ensuite, au niveau de la gestion client, il y a des prospections qui sont faites par les banques. Souvent, les banques appellent les entreprises et parce qu'elles savent que les entreprises ont un portefeuille de fournisseurs et elles demandent est-ce que vous pouvez nous mettre à disposition ce portefeuille fournisseur-là pour que nous puissions leur proposer des ouvertures de compte, soit dans votre société ou à partir de vous, ou pour leur proposer des ouvertures de compte à ces fournisseurs-là. Mais c'est une prospection commerciale indirecte de la banque. OK? Elle n'a pas à demander aux entreprises de leur fournir leur portefeuille client ou leur portefeuille de prestataire.
Vous êtes une entreprise, vous, il y a du commercial au niveau des banques, mais allez-y sur le terrain pour aller proposer vos services plutôt de passer par des solutions faciles pour récupérer les bases de données des clients ou de vos clients sociétés. Donc, il y a une interdiction de le faire, mais on dira que ce n'est pas évident parce que quand on va sur le terrain, ce n'est pas forcément évident d'avoir des informations dont on passe par ces solutions-là. Mais la loi interdit cela. Mais là, catégoriquement, ce n'est pas une question de non, on passe par la solution facile, rassurez-vous, je vais protéger les informations que vous me demandez, non. L'entreprise lambda n'a pas à transférer sa base de données qu'elle, en tant que responsable de traitement, doit garder ces informations confidentielles et les protéger et ne doit pas transmettre ces informations à des tiers non autorisés. Et c'est là où vous allez voir souvent dans l'implémentation des dispositions réglementaires, on a des mentions qu'on appelle des mentions légales qu'on va mettre maintenant sur le formulaire de collecte où on donne la finalité et on dira qu'on vous garantit que ces informations ne sont pas transmises à des tiers. Mais on mettra des tiers non autorisés parce que dans le cadre de votre activité, vous êtes certainement obligé de transférer ces informations-là, soit à la commission bancaire, soit à des tiers autorisés tels que l'État. Mais encore faut-il savoir quel est le type d'information qu'il faut transmettre. Donc, la bonne compréhension des dispositions réglementaires est importante dans la gestion de toutes ces transactions-là. Donc, bien sûr, l'article 22 nous donne ici la peine qui est encourue lorsqu'il y a infraction au niveau de la collecte des données. Donc, la relation client que la banque entretient à partir de son portefeuille doit permettre de respecter la vie privée de ce client-là. Mais aussi, si elle doit collecter des données à partir de ce client au-delà, il faudrait qu'elle puisse obtenir le consentement préalable de ce client-là, qu'il soit professionnel ou personnel, et que derrière, si c'est une base d'informations dont on a besoin, il faudrait que l'entreprise aille recueillir le consentement de ses fournisseurs d'abord avant d'avoir la banque. Donc, vous voyez tout ce procédé-là, qui est une obligation légale en matière de protection des données à caractère personnel, le principe de légitimité, qui est de recueillir le consentement préalable de la personne avant traitement de ces informations. Et les solutions innovantes qui sont mises en place aujourd'hui, telles que l'intelligence artificielle ou le big data, qui est l'utilisation des algorithmes qui permettent à des fins marketing ou à des fins de prospection pour pouvoir mieux étudier. Tout à l'heure, quand on a parlé de données à caractère personnel, on a parlé des données de vie personnelle, les habitudes. Donc, on met en place aujourd'hui ces outils-là pour pouvoir mieux connaître le comportement des clients, des personnes, afin de pouvoir leur proposer ces services-là. Donc, tous les services de paiement proposés aujourd'hui par voie électronique sont l'avenir, mais doivent être sécurisés grâce à des technologies qui permettent de garantir une authentification. Donc, dans la mise en place de ces services digitaux-là aujourd'hui, à partir des applications qui sont sur les téléphones, on va demander souvent des doubles authentifications pour que la banque soit sûre que la personne qui a accès à ce compte-là via cette application digitale-là est la personne concernée elle-même, pour ne pas qu'après, elle puisse recevoir une plainte pour dire que vous m'avez mis en place une application, mais quelqu'un a fait intrusion dans mon compte pour me prendre de l'argent. Donc, mise en place des services digitaux aujourd'hui avec l'évolution numérique, sécurisation derrière des comptes et des personnes. Et je pense que les banques et les établissements financiers sont vraiment avertis sur la gestion clientèle à partir de ces solutions innovantes pour vraiment protéger leurs clients. Après, il faut connaître les limites de la protection de la vie privée parce qu'on reste là sur la protection des systèmes d'information. Il faut connaître les limites de la protection de la vie privée pour mieux garantir la sécurisation des personnes concernées. En conclusion, on peut dire qu'aujourd'hui, face à l'évolution technologique, on a un retour en arrière impossible face à la digitalisation. La prise en compte des données personnelles est indispensable. Dès l'entame de la mise en œuvre de ces processus, là qu'on appelle le privacy by design, et l'entreprise doit faire de la contrainte réglementaire un avantage pour pouvoir rassurer ses clients que tous les services qu'elle propose à ces clients-là garantissent non seulement la sécurisation au niveau de ces systèmes d'information, mais la confidentialité et la protection de la vie privée de ces personnes.
Merci de votre aimable attention. J'espère avoir pu donner certaines lignes qui permettent de susciter justement les échanges que nous allons avoir tout à l'heure pour mieux comprendre la problématique. Je reste à votre écoute. Merci. Merci beaucoup, M. Vendré. Merci à vous tous qui êtes connectés. Donc, nous sommes dans la partie des questions. Donc, vous pouvez poser vos questions dans le chat ou vous pouvez simplement lever la main et prendre la parole. Enfin, lever la main, ouvrir votre micro et prendre la parole. Pardon. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Oui, j'ai une main levée. Oui, Tonton Jo, vas-y. Tu ouvres ton micro et tu poses ta question. OK, merci beaucoup, Yves. Merci, M. Brandé, pour votre disponibilité, cette brillante présentation et pour ce merveilleux résumé que vous avez fait sur la protection des données à caractère, qui est un sujet assez vaste. Je ne suis pas sûr que le temps que nous avons puisse nous permettre d'aller en profondeur vis-à-vis des différentes obligations du test de loi sur les données à caractère personnel. Alors, vu votre expertise, j'ai deux préoccupations. Sinon, j'attends deux réponses à ces deux préoccupations-là. Alors, pour nous, les clients des assujettis à la loi sur les données à caractère personnel, comment est-ce qu'on peut s'assurer? D'abord, la question a deux volets, pour les clients et pour les entreprises. Pour les clients, comment est-ce que je peux m'assurer que j'ai donné mon consentement pour la finalité des traitements qui ont été faits pour mes données, ou alors pour l'entreprise, comment est-ce que l'entreprise peut, vis-à-vis des obligations de la loi sur les données à caractère personnel, s'assurer que les finalités du traitement ont bien été présentées au client et que cette entreprise ait à la fin collecté le consentement du client. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est une pratique qui est vraiment nouvelle et nulle part, quand je regarde les relations qu'on a en tant que client avec nos partenaires bancaires, avec d'autres structures qui sont assujetties, nulle part est mentionné que de façon détaillée la finalité du traitement qui est fait de nos données que nous partageons à ces partenaires. La deuxième question est relative à tout à l'heure, quand vous avez fait l'exposé, vous avez dit qu'on n'avait pas, si je ne me trompe pas, vous avez dit qu'on n'avait pas la possibilité, une entreprise n'avait pas la possibilité de transférer des données à des tiers. Alors que nous savons que nous sommes dans un monde où on parle de mondialisation, donc d'échanges entre différents partenaires dans le cadre des activités transfrontalières. Donc, dans le cas d'espèces, une entreprise, que doit faire une entreprise pour pouvoir partager ces données, surtout dans le domaine du digital, du numérique, partager ces données, partager les données de ses clients à une autre entreprise avec qui elle est en intégration technique. Je vous remercie. D'accord. Merci, M. Vallée. Alors, je vais rebondir rapidement sur la deuxième question et puis revenir sur la première question parce que la première question est un enjeu majeur dans ce qu'on appelle les obligations légales des entreprises pour la protection des données personnelles. Effectivement, le temps est court pour pouvoir en parler, mais l'objectif n'était pas de rentrer dans le droit pur sur les tests législatifs, mais il est important quand même de pouvoir rappeler un certain nombre de choses pour vous permettre de mieux comprendre le positionnement du client d'une part et de l'entreprise d'autre part. Sur le transfert des informations, en effet, les accords de coopération entre les entreprises permettent de pouvoir effectuer des transactions ou de pouvoir échanger des informations. Dans l'exposé, j'ai parlé de prospection directe. Donc, la banque qui demande à un de ses clients entreprises de lui permettre de pouvoir avoir accès à sa base
de données fournisseurs pour pouvoir leur proposer l'ouverture des comptes bancaires. Mais j'ai dit qu'il faut les mentions d'information permettent de dire que les informations ne doivent pas être transférées à des tiers, mais j'ai rajouté des tiers non autorisés. Ça veut dire que, pour répondre à votre question, si le tiers est autorisé dans le cas des accords de coopération ou bien dans les conventions qu'il y a entre les différentes entreprises, effectivement, certaines informations peuvent être transférées à d'autres. Mais en plus, il faudra que dans cette convention-là, on puisse identifier clairement la catégorie de données à transférer ou à transmettre pour protéger les informations de la personne concernée. Si dans cette convention-là, vous ne devez transférer seulement que les noms et les prénoms et que vous transférez les noms, les prénoms, les dates de naissance, les numéros de compte bancaire, les adresses géographiques, le destinataire n'a pas besoin de ces informations. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer que les informations dont il a besoin. Et puis, les autres informations, vous allez retrouver ça chez la vendeuse de plateau à manger dans des documents. Et ça, tout le monde. C'est un exemple qui est tellement parlant que chaque fois j'en parle parce que c'est l'un des exemples les plus parlants dans la mauvaise gestion des informations que nous avons de nos personnes concernées. Voilà. Donc, il faut savoir quel type d'information vous devez transférer et il faudrait que ce soit matérialisé par écrit. C'est pour ça que je viens répondre à la première question que vous avez posée. La protection des données personnelles, en fait, ne vient pas empêcher ou interdire les entreprises de mettre en œuvre leur traitement. La loi sur la protection des données à caractère personnel vient encadrer juridiquement ce que vous faites pour protéger la vie privée de ces personnes-là. Donc, l'encadrement juridique répond à une obligation légale. Je vais vous présenter une slide. Je ne sais pas si vous allez la voir. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui, on voit toujours l'écran. Voilà. Les obligations légales, M. Vallée, vont répondre à vos questions pour permettre de savoir comment est-ce que moi, en tant que client, je m'assure que mon consentement est donné avec fiabilité et comment est-ce que l'entreprise s'assure qu'elle a recueilli le consentement de ces personnes-là. Mais je vais vous présenter très rapidement les obligations légales de l'entreprise vis-à-vis de la gestion du client. Ces obligations légales-là, elles sont contenues dans le chapitre 4 de la loi en vigueur. Premièrement, définition de la finalité, l'objectif pour lequel le traitement, la donnée est collectée et le traitement est mis en œuvre. OK? Donc, déterminer de façon très explicite cette finalité-là. Je collecte les données personnelles ou je collecte les informations, je mets en œuvre le traitement pour tel objectif. C'est selon cet objectif-là que je vais chercher à quoi? Savoir si le recueil du consentement de la personne est nécessaire au moment de la collecte ou a posteriori. Principe de légitimité et licéité du traitement. Exécution d'un contrat de travail ou d'un contrat de prestataire. Consentement de la personne concernée. Et le recueil du consentement va se faire par quoi? L'obligation d'informer la personne concernée de ce pourquoi je collecte cette information. Donc, ça va faire quoi? Ça va changer l'organisation des entreprises. Tous les formulaires de collecte des données vont désormais avoir pour obligation d'avoir une mention légale donnée à caractère personnel sur le formulaire pour dire que vos données sont collectées pour telle finalité. Elles sont conservées selon la nature du formulaire pendant tel nombre de temps. Elles ne sont pas transmises ou cédées à des tiers non autorisés et que conformément aux dispositions de la loi en vigueur, nous vous donnons un droit d'accès à ces informations-là lorsque vous nous écrivez en présentant votre pièce d'identité. Donc, vous, en tant que client, lorsque vous voyez cette mention-là sur un formulaire de collecte de données, et comme il a dit, ce n'est pas des choses qu'on a coutume de voir quand on va dans des banques, quand on va, beaucoup se disent que oui, elles sont compliantes, elles sont en conformité, mais non, elles ne sont pas en conformité.
Elles ont juste obtenu des autorisations de mettre en œuvre les traitements. Mais quant à être compliance, c'est encore une autre démarche qualité qui permet de respecter ces différents points-là que je vais vous exposer très rapidement. Donc, le recueil du consentement va être là. Et pour certains, on va demander de cocher une case si jamais on va utiliser ces données-là à d'autres fins. Donc, je donne mon consentement ou je donne mon autorisation. Si ce n'est pas le cas, je ne donne pas. Et moi, l'entreprise, avant d'utiliser ces informations-là, je vais faire un tri pour savoir dans ce recueil de consentement-là, qui sont ceux qui m'ont dit oui, qui sont ceux qui m'ont dit non. Très souvent, on reçoit des textos, des SMS, des opérateurs ou des banques. Mais à quel moment est-ce que vous avez donné à la banque ou bien à ces opérateurs-là de recevoir des SMS publicitaires ou ceci, cela? Il y a un problème au niveau de la compliance. Ensuite, l'obligation de transparence, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'information est obligatoire et doit être claire. Vous avez installé un dispositif de vidéosurveillance. Vous avez obligation aujourd'hui de pouvoir mettre une plaque signalétique d'information que cet établissement est sous vidéosurveillance. Mais ce n'est pas tout. Pour que cette plaque signalétique-là respecte les principes directeurs de la loi, il faut rajouter une mention légale donnée à caractère personnel pour dire que les informations sont collectées pour la sécurisation des biens et des personnes. Donc, à la fois, vous protégez la banque, à la fois, vous protégez les personnes qui rentrent dans l'établissement. Et que, conformément aux dispositions de la loi, si vous voulez avoir accès à ces informations-là, vous pouvez nous écrire. Et vous, si vous êtes vraiment dans une démarche de conformité, vous devez pouvoir répondre à cette personne-là pour pouvoir lui dire concrètement comment est-ce que ces données sont traitées dans votre entreprise. Ça veut dire que vous devez avoir ce qu'on appelle une politique de confidentialité et de protection des données à caractère personnel que vous devez rédiger. Dans vos contrats de travail, dans vos contrats de travail, la mise en conformité de ces contrats de travail-là va nécessiter la mise à jour avec des clauses de confidentialité et des clauses de protection de données à caractère personnel qui vont renvoyer à une politique interne RH qui oblige le responsable de traitement à justifier auprès de l'employé comment est-ce que les données qui ont été collectées au moment de son recrutement sont protégées dans l'entreprise. C'est la politique externe qui est la politique de protection des données à caractère personnel qui justifie auprès des clients pour lesquels nous collectons les données à caractère personnel. Comment est-ce que nous traitons ces données? Donc, c'est là-bas que moi, en tant que client, je vais aller m'assurer qu'effectivement, l'entreprise-là respecte les principes directeurs de la loi et qu'elle a écrit noir sur blanc quelles sont les informations qui sont collectées, comment elles sont traitées, à qui est-ce que j'envoie ces informations et quel est le recours que je donne au client de pouvoir avoir accès à ces informations-là. Ensuite, il y a le principe de pertinence et de proportionnalité des données. Quand je collecte une information, il faudra que l'information que je collecte là soit collectée dans la limite de la finalité pour laquelle le traitement est mis en œuvre. Je dois collecter des informations nécessaires à l'ouverture d'un compte bancaire. Je vais demander des informations concernant le grand-père ou la grand-mère de la personne concernée. Bon, en quoi est-ce que les parents qui sont sous la terre là sont nécessaires, leurs données sont nécessaires à l'ouverture de mon compte bancaire? Mais on dira que pour ceux qui sont vivants, effectivement, c'est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'au niveau des établissements financiers, on a besoin d'avoir recours à d'autres personnes en cas de non-paiement. Donc, vous voyez que l'objet de la finalité du traitement là est très importante pour la suite du respect des obligations légales. Et si vous collectez ces informations-là, vous devez respecter l'obligation de transparence, de l'expliquer à la personne et de justifier que l'information que je collecte est nécessaire à la réalisation de mon traitement. Cependant, je vous garantis que je mettrai en place des dispositions de sécurité. Je mettrai en place une durée de conservation de ces informations-là parce qu'aujourd'hui, toute donnée qui est collectée ne doit pas vivre à vitam aeternam. On doit définir des durées de conservation limitées de ces informations-là et au-delà, soit les archiver, soit les détruire. Mais quand on dit les détruire, ce n'est pas de donner à la vendeuse de galettes du quartier qui va passer dans vos entreprises, récupérer ces informations-là et puis aller les utiliser pour les vendre. Vous exposez la vie privée des personnes concernées. Vous devez mettre en place tout ce qui est système de sécurité et d'intégrité, mais surtout de disponibilité des informations. Et enfin, le respect des droits à l'information de la personne concernée où les informations doivent être exactes et mises à jour.
Donc, ce sont ces obligations-là qu'on appelle les principes directeurs de la loi, que dans chaque pôle de compétences, dans chaque service, tout traitement qui est mis en œuvre, on doit désormais passer au peigne fin. C'est ces obligations-là. Pour les traitements qui existent, on fera donc une mise en conformité en identifiant les non-conformités. Pour un traitement qu'on va mettre en œuvre, on va faire du privacy by design, on va se poser ces questions-là pour savoir est-ce que ces obligations-là sont respectées pour que je sois sûr que l'information, le traitement que je mets en œuvre respecte l'obligation légale. Alors, voici ce petit rappel-là des principes directeurs. Là, comme il a dit, effectivement, on n'a pas le temps d'en parler, mais c'était toujours bon par rapport aux questions qui sont posées de pouvoir ressortir certains éléments qui permettront aux personnes de comprendre, quand je rentre dans une démarche de conformité, de quoi est-ce qu'il s'agirait. Donc, voilà. OK. Merci, M. Brandet. Alors, pour revenir à la première question, si vous permettez. Hein, je vous en prie. Il y a l'un des points que vous avez abordé, au-delà du principe de transparence, qui est la finalité. Alors, aujourd'hui, de façon pratique, étant pratiquant dans le domaine, je me suis rendu compte que toutes les entreprises qui aujourd'hui assujettent. On ne vous entend plus. Allô? Allô? Bonjour, on ne t'entend plus. Ah, perdu. Allô? Je pense qu'il doit avoir un souci de connexion. Ouais. Allô? On t'entend. C'est bon, vous m'entendez? Oui, ça va. Voilà. Donc, vous pouvez reprendre la question. Voilà. Voilà, excusez-moi. Ces entreprises-là ne mettent pas en évidence le détail pour respecter le principe de transparence, le détail des finalités du traitement qui en sera fait. Alors que pour moi, j'estime, sinon dans mon approche aujourd'hui en tant que compliance dans ce domaine-là, il est important de joindre en annexe le détail des détails expliquant la finalité du traitement qu'on aura à faire des données des clients. Deuxièmement, pour revenir sur le point relatif à la transmission des données aux tiers. En fait, je ne me suis pas limité seulement aux tiers nationaux, mais je parle plutôt surtout des tiers extra-frontaliers. Donc, pour tous les tiers qui sont à l'étranger. Alors, pour les tiers qui sont à l'étranger, j'ai eu la chance de travailler dans 2 juridictions différentes. Alors, donc, pour la Côte d'Ivoire, je sais qu'aujourd'hui, on nous fait obligation d'avoir l'autorisation avant de transférer des données à des tiers. C'est clair qu'aujourd'hui, ce n'est pas respecté parce que la loi est venue après que les différentes entreprises aient fait des partenariats. Mais par contre, il y a une autre juridiction dans laquelle je travaille qui dit vous pourrez transférer des données à des tiers dans une autre juridiction. Toutefois, si cette juridiction-là a une loi des obligations à une loi qui traite des obligations de protection des données à caractère personnel. Et nous aussi, notre juridiction implique aussi que le pays tiers dans lequel, sinon le pays tiers avec lequel on va partager les données, doit avoir une loi de données à caractère personnel, mais mieux, les entreprises doivent obtenir une autorisation de l'ARTCI avant de transférer ces données-là à des tiers. Oui, c'est ça. Alors, en fait pour la transmission des informations en dehors de l'espace économique CEDEAO, c'est obligation des entreprises, dans tous les cas, d'obtenir une obligation de transfert de données hors CEDEAO. Le transfert de données hors CEDEAO implique que le pays tiers dans lequel les données vont être transmises garantit à minima qu'il y ait une loi sur la protection des données à caractère personnel. S'il n'y a pas, il faudrait qu'il y ait des clauses, ce qu'on appelle des clauses contractuelles type, dans le contrat qui va vous lier avec ce destinataire-là, pour que lui justifie, et c'est le deuxième volet dont parlait M. Vallée, qui justifie qu'en plus du fait qu'il y ait une loi ou non, le destinataire des données doit garantir la sécurisation et la confidentialité des données. Et ça doit transparaître de façon très claire dans votre politique de confidentialité et de traitement des données à caractère personnel du pays dans lequel ces informations-là sont transférées
et des dispositions prises en matière de sécurité et de confidentialité qui font partie donc des obligations de traitement, que ces informations transférées ne seront pas exposées à la vie privée. Donc, cette obligation-là, que le traitement soit mis en œuvre ou qu'il ne soit pas mis en œuvre, dès lors que vous devez transférer des informations à des tiers, à des pays tiers hors CEDEAO, vous devez obtenir une autorisation de transfert. Pour les traitements qui sont déjà mis en œuvre, vous rentrez justement dans cette démarche de conformité-là, conformément aux dispositions des principes directeurs que je vous ai exposés. Et dans l'état des lieux qui est fait, nous allons identifier effectivement les traitements pour lesquels les transferts sont effectués et demander l'autorisation à l'autorité compétente de pouvoir vous permettre de continuer de transférer les informations tout en respectant les dispositions réglementaires de mise à jour de vos traitements et de principes de transparence, d'explicité dans votre politique de confidentialité, comme il a dit une annexe, qui est en fait à la gestion de tout ça, pour expliquer concrètement comment est-ce que ces données-là sont traitées et où elles sont transférées. Donc, que ce soit sur le plan national, mais que ce soit sur le plan international, la disposition veut que des principes de sécurisation de confidentialité contractuelle, respectant donc le principe de légitimité entre les deux parties, de pouvoir garantir et rassurer le client que ces informations-là sont traitées. Elles sont transférées ou sont échangées entre deux parties. Donc, je confirme en fait ce que vous dites, juste en précisant comment est-ce qu'il faut appliquer techniquement cette disposition-là par rapport à la loi. OK. Merci beaucoup. Je vous remercie, M. Brandré. Merci. Je vous en prie. D'accord. On avait une main levée de Amin Bensia, mais je pense qu'il a dû se déconnecter. Donc là, je vais poser la question. Il y en a une question dans le chat. Est-ce qu'il est possible d'avoir une idée de la pression réglementaire en Côte d'Ivoire concernant l'utilisation du big data en lien avec la protection des données? C'est une question de Fabrice Abour. Est-ce qu'on a la pression réglementaire? Oui. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la pression réglementaire en Côte d'Ivoire concernant l'utilisation du big data en lien avec la protection des données? Je ne sais pas si Fabrice, tu es là, peut-être c'est ta question. Je vois un peu ce qu'il veut poser comme question. Il est là? Oui, il est connecté. Fabrice, est-ce que tu nous entends? Allô? Ton micro est fermé. Est-ce que tu peux clarifier ta question, s'il te plaît? Allô? Oui. D'accord. Donc, en fait, je voulais savoir s'il existait des tests réglementaires contraignants ou pas, ou savoir en ce qui concerne le big data, comme c'est assez nouveau sous notre pays. En ce qui concerne la protection des données à caractère personnel, est-ce qu'il existe des tests réglementaires? Et s'il en existe, est-ce que, comparé à ce qui se voit sous d'autres pays, c'est assez contraignant ou pas? D'accord. Alors, le seul, je ne vais pas dire le seul, je vais dire le test en vigueur relatif à la protection des données à caractère personnel est la loi numéro 2013-450 du 19 juin 2013 relatif à la protection des données à caractère personnel en Côte d'Ivoire. C'est ce test-là qui est en vigueur aujourd'hui en Côte d'Ivoire et dans les autres pays. Chaque pays a sa loi et en Europe, le règlement européen. Par rapport aux autres pays, effectivement, il n'y a pas notre loi n'est pas à un niveau contraignant qui permette aux entreprises de pouvoir être obligées de respecter les principes là que je viens de vous proposer. C'est pour cela que vous voyez dans l'approche que je propose, je parle toujours de démarche qualité. Dès lors qu'on rentre dans une disposition de démarche qualité, on se dit qu'on met en place des dispositions pour que nous-mêmes, en tant qu'entreprise, nous puissions garantir et rassurer les clients pour lesquels nous manipulons les informations, où nous mettons en œuvre ces procédés de manipulation à haut niveau des données tels que le big data ou l'intelligence artificielle,
pour pouvoir sécuriser ces informations-là. Pour qu'au moment où la contrainte vienne s'imposer, nous soyons sûrs que nous passons à un autre niveau ou bien nous allons plus loin, plutôt que d'attendre que ce soit contraignant ou non avant de pouvoir poser des actions. Parce qu'aujourd'hui, honnêtement, tel que M. Vallée le disait tout à l'heure, lorsque vous allez dans les entreprises, vous ne voyez rien qui garantisse effectivement que toutes ces informations qui sont traitées là sont sécurisées ou non, en dehors des dispositifs de sécurité, des systèmes d'information classiques qui sont mis en place. Mais la compréhension de la loi sur la protection des données à caractère personnel est tout autre et la sensibilisation ou la formation des personnes à la culture des données à caractère personnel est vraiment un enjeu primordial aujourd'hui pour nous autres acteurs de ces dispositions et même de nos autorités compétentes à avertir les personnes concernées et les entreprises pour pouvoir avoir l'importance vraiment de ces dispositions-là. Donc, ce que je peux vous dire, c'est la bonne conscience des entreprises aujourd'hui de savoir que se mettre en conformité, c'est une démarche qualité pour l'entreprise et avoir des autorisations, ce n'est que juste des démarches administratives pour vous permettre de faire quelque chose et d'avancer. Pour que vous puissiez comprendre vraiment la limite et le gap entre les deux et de pouvoir mettre en place ces dispositions-là. Donc, contrainte en tant que telle, il n'y a pas. Voilà. C'est juste bonne conscience qu'aujourd'hui, en manipulant ces informations-là, il faut se rappeler qu'une loi existe et que ces obligations légales des entreprises que j'ai exposées tout à l'heure vous imposent de pouvoir vous poser toutes ces bonnes questions-là avant de pouvoir mettre en œuvre, vous continuez de mettre en œuvre votre traitement pour le respect de la vie privée des personnes concernées. C'est ce que je peux dire. Merci, c'est vraiment gentil. Par contre, s'il y a des violations, vous convenez avec moi que tout de suite, on va vous sanctionner. Donc, aujourd'hui, la contrainte n'est pas encore imposée parce qu'elle est nouvelle, mais rassurez-vous que lorsqu'il y aura une violation, vous allez voir que tout de suite, c'est les mêmes autorités-là qui vont venir vous sanctionner parce que vous n'avez pas respecté la loi. On vous dira que la loi existe. Donc, vous savez que la loi existe. Vous devez savoir que si vous ne la respectez pas, vous allez être sanctionné. Mais on ne vous dit pas que c'est une obligation de mettre en place tous ces dispositifs que je vous ai exposés là pour pouvoir vous rassurer que vous êtes effectivement compliant dans votre processus. Et c'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas facile et ce n'est pas du jeu non plus. Effectivement. D'accord. Merci pour cette clarification. Nous avons une question dans le forum que je vais vous poser. Elle vient de, je pense, de Josué Komoé. Donc, la question est la suivante. Déjà, ça concerne la biométrie à l'empreinte digitale. Donc, la suivante. Existe-t-il une réglementation pour la protection des données des travailleurs pour lesquels les empreintes ont été enregistrées par les entreprises dans le cadre des services de contrôle d'accès et de contrôle de présence? D'accord. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de réglementation particulière par rapport à la mise en place d'un dispositif. Les biométries, vidéosurveillance, contrôle d'accès, c'est ce qu'on appelle des dispositifs de sécurité physique ou logique, selon qu'il est employé par le responsable de traitement. Donc, la seule loi qui permet d'encadrer la mise en œuvre de ces dispositifs-là, c'est la loi sur la protection des données personnelles. Seulement que lorsque vous allez mettre en place un dispositif, aujourd'hui, le dispositif biométrique, les données qui sont collectées rentrent dans le cadre de ce qu'on appelle les données sensibles. On a les données à caractère personnel, mais dans ces données à caractère personnel, il y a les données sensibles, telles que les données de santé, telles que les données biométriques, parce que ce sont des données qui permettent d'avoir accès directement à l'individu. La mise en œuvre de ces traitements liés à ces dispositifs-là nécessite de mettre en œuvre un dispositif réglementé qu'on appelle le Private Impact Assessment, qui est l'analyse d'impact sur la vie privée, avant de le mettre en œuvre. S'il est déjà mis en œuvre, il faut faire toujours une analyse, mais dans le sens du privacy by default, parce que le traitement existe déjà, tout en respectant le même protocole d'identifier la finalité, de passer au peigne fin de cette obligation et de savoir quelles sont les données réellement que nous voulons collecter dans ces dispositifs biométriques-là, où nous allons les conserver, comment est-ce que nous allons les traiter. Et aujourd'hui, je pense que sur le plan national, on a mis en place au niveau de l'ONESI, qui est le seul organe qui doit
accueillis. Bon, je vais éviter de me prononcer là-dessus parce que ce sont des débats où des positions sont tranchées en fonction de ceux qui connaissent réellement ce que c'est que la loi sur la protection des données personnelles et ceux qui veulent mettre en place des dispositifs de collecte centrée des données. Dans tous les cas, il faut savoir que peu importe là où les données sont stockées ou qui les traite, la loi sur la protection des données personnelles doit encadrer la mise en œuvre juridique de ce dispositif-là à partir des obligations légales que j'ai énumérées tout à l'heure. Mais là, le respect de l'encadrement technique pour sécuriser les serveurs ou sécuriser les dispositifs physiques pour pouvoir protéger les informations sur le plan physique, bien sûr, le local où ça va être stocké, mais aussi sur le plan logiciel, en mettant en place des dispositions, des applications qui vont permettre de sécuriser le software pour que ces informations-là qui sont stockées dans les informations physiques, on ne puisse pas y avoir accès à des violations de sécurité. Voilà. Donc, je dirais que par rapport, s'il y a des questions éventuelles dans ce même ordre-là, il n'y a pas de disposition particulière quant à la biométrie, mais il n'y a pas de loi particulière. La seule loi est la seule loi sur la protection des données personnelles qui est d'un encadrement juridique de tous ces dispositifs-là pour lequel une démarche de conformité, donc une démarche compliance, doit être entamée en vue de pouvoir implémenter juridiquement, techniquement et organisationnellement, changement donc des habitudes, mise en place des dispositifs, par exemple, tels que les broyeuses à papier, pour que si on n'a plus besoin d'un papier, on puisse le broyer. Si on a énormément de documents à traiter, on puisse peut-être faire appel à un tiers d'instructeurs avec lequel on signe une convention et un contrat pour qu'on se rassure qu'à la fin du processus, il y a une main courante. Si on doit archiver ces informations, avec qui nous devons le faire? Donc, en gros, la sécurité existe déjà dans vos systèmes, mais c'est juste qu'aujourd'hui, il faut tenir compte de l'aspect confidentiel et tenir compte de l'aspect juridique pour protéger juridiquement ces personnes en leur donnant recours d'avoir accès à ces informations. OK. Je ne sais pas si je satisfais. Josué, c'est bon pour la réponse? Oui, merci. Merci beaucoup pour les explications. Merci. Ça marche. Nous avons une autre question de Jean-Jacques Légré. Donc, il a la main levée. Je vais lui laisser la main pour poser sa question. OK. Je peux y aller, Daniel? C'est bon? Oui, oui, c'est bon. OK. Déjà, je tiens à remercier le frère Léon pour son intervention et sa brillante présentation. J'ai pris en cours, mais il y a des questions tout à l'heure auxquelles il répondait qui m'ont interpellé. En fait, je ne sais pas s'il en a parlé. En ce moment, je fais un projet avec la Fondation mondiale du cacao pour la digitalisation des chaînes de valeur agricoles, surtout spécialement pour le cacao, donc la digitalisation des flux financiers. Et dans mes recherches documentaires, je suis tombé sur une autorisation de l'ARTCI concernant Biopartenaire. Vous savez, dans le domaine Biopartenaire, c'est une structure qui, il y a quelques années, a accompagné la SACO qui est donc un exportateur de cacao, à la digitalisation des paiements entre les coopératives et les producteurs, et aussi entre les exportateurs même et les producteurs. Donc, dans leur démarche de mise en œuvre du projet, je suis tombé sur une autorisation, comme je disais, de l'ARTCI pour le traitement des données à caractère personnel. Alors, ma question, c'est de savoir, est-ce à dire que toutes ces compagnies qui vont se lancer dans la digitalisation des flux financiers avec leurs partenaires doivent obligatoirement solliciter l'ARTCI pour avoir cette autorisation-là, ou est-ce qu'elles peuvent juste profiter de ce que leur partenaire fournisseur de solutions digitales a déjà en amont acquis cette autorisation-là? Donc, voici ma question. D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que
toute entreprise juridiquement constituée doit entrer dans ce qu'on appelle un processus de mise en conformité qui permettra de pouvoir rendre conforme ces traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans son entreprise par rapport aux finalités qui ont été identifiées. L'autorisation de traitement lié à la digitalisation des paiements est un traitement opéré par l'entreprise. Il ne s'agira pas pour une entreprise déjà constituée dont le traitement existe d'aller demander une autorisation particulière, excusez-moi, d'aller demander une autorisation particulière de ce traitement-là en question, parce que ça, je crois que c'était au début, lorsque la loi avait été mise en œuvre, on avait demandé aux entreprises par rapport à ces traitements particuliers-là de pouvoir obtenir ces autorisations-là pour leur permettre de pouvoir continuer la mise en œuvre de leur traitement. Mais aujourd'hui, il est question pour une entreprise de s'engager dans une démarche de conformité, dans une démarche compliance, et dans cette démarche compliance-là, qui se fait soit par l'accompagnement d'un cabinet compétent en la matière, soit par le Data Protection Officer dans l'entreprise, s'il a la possibilité de pouvoir entreprendre cette démarche-là pour son entreprise, de pouvoir mener un état des lieux de conformité et d'identifier tous les traitements de données à caractère personnel dans l'entreprise et de pouvoir respecter une disposition administrative de la loi ivoirienne par rapport aux dispositions de la RTCI, qui est de demander une autorisation pour l'ensemble des traitements de données à caractère personnel effectués dans l'entreprise. Donc, ça prendra en compte, du coup, tous ces traitements-là. Et puis, a posteriori, de pouvoir faire la demande d'une attestation de conformité après la mise en œuvre des recommandations qui auront été identifiées lors de l'état des lieux et de l'application ou de la mise en œuvre de ces traitements de données à caractère personnel. Donc, il ne s'agira plus pour vous d'aller demander des autorisations particulières de traitement de données à caractère personnel, à moins que la mise en œuvre de ce nouveau, si c'est un nouveau traitement, est très important pour vous, donc c'est isolé. Mais on vous ramènera toujours à rentrer dans la démarche compliance. C'est lourd, mais bon, c'est comme ça. Chaque pays a ses règles. OK? Donc, vous allez donc rentrer dans cette démarche de conformité-là. Et lorsque vous allez rentrer dans cette démarche de conformité-là, l'élaboration des 7 grands principes qui ont été énumérés tout à l'heure que j'ai présentés vont vous permettre de pouvoir rendre conforme vos traitements et d'en demander à l'autorité compétente une autorisation unique. Et ça, j'insiste vraiment pour que ça reste vraiment l'objet d'une démarche administrative pour laquelle une documentation sera transmise à l'autorité et pour des traitements particuliers qui nécessitent des autorisations telles que le transfert de données ou la vidéosurveillance ou la biométrie, de remplir donc des formulaires afférents et de demander l'autorisation unique pour l'ensemble de ces traitements. Ça suivra donc son processus de démarche administrative auprès de l'autorité compétente. Et vous, derrière, vous allez implémenter les processus qu'on vous donnera, par exemple, à l'issue de l'état des lieux qui a été fait dans la démarche de conformité dans laquelle l'entreprise est entrée, qui vous permettra de pouvoir justifier que vous êtes compliance à tel niveau par rapport aux finalités des traitements que vous avez identifiés. Est-ce que je réponds à votre question? Il est là? C'est Fabrice, non? Tu as posé la question? Allô? Fabrice, non, ce n'est pas Fabrice, c'est Jacques Légré qui a posé la question. C'est Henri Lévy qui a posé la question. Ouais. Exactement. Je ne sais pas s'il est encore en ligne. Oui, il est encore en ligne, mais son micro est fermé. Ah, d'accord. OK. Donc, on va... Je pense que là, voilà. La question était très simple. Est-ce qu'il fallait se rapprocher de la RTCI pour demander ces autorisations-là où on pouvait porter le traitement est effectué dans l'entreprise. Donc, l'entreprise est constituée juridiquement. Elle rentre dans une démarche de compliance et puis elle met en œuvre son état des lieux, elle met en œuvre ses recommandations et puis elle adresse à l'autorité une demande d'autorisation pour l'ensemble de ces traitements de données à caractère personnel, démarche administrative, tout en continuant la mise en œuvre
de sa démarche qualité de respect des obligations légales. Voilà. Merci beaucoup pour la réponse. Moi, j'avais aussi une question. Ça, on va dire ça. Je sais que nous ne sommes pas encore dans une phase répressive de la loi sur la protection des données à caractère personnel, mais aujourd'hui, je ne pense pas que toutes les entreprises même soient au courant de cette loi. Je prends notre exemple. Pour ma structure dans laquelle je travaille, on a été juste au courant de cette loi-là quand il fallait demander à la RTCI une autorisation par rapport à des traitements biométriques, par rapport à un projet. Mais ce qui nous a, enfin, je n'ai pas freiné, mais ce qui, moi, m'a un peu choqué, c'est l'accès, si vous voulez, le coût, en fait, de la formation de notre personnel. Parce que là, elle nous a demandé de rentrer dans une phase de conformité. Et dans cette phase-là, il y avait un audit à faire, il y avait également une formation du personnel. Étant donné que nous travaillons en réseau, on a, je crois, fourni une liste de près d'une vingtaine de personnes qu'il fallait former dans un premier temps. Mais figurez-vous qu'on a déboursé près de 10 millions pour cette formation. Uniquement pour la formation. Uniquement pour la formation. Ça n'a rien à voir avec les combien de mille que j'ai payés par traitement, parce qu'il y avait beaucoup de traitements à mon niveau à faire. Donc, on a payé près de 200 000 francs par traitement, mais ça, ce n'est pas compliqué, mais près de 10 millions pour la formation d'une vingtaine de personnes. Vous voyez qu'aujourd'hui, si la formation est aussi excessive, il est clair que les entreprises ne vont pas forcément se bousculer pour aller vers la TCI pour entrer en conformité. Et malgré ce coût qu'on a déboursé, jusqu'à présent, on n'a même pas eu l'autorisation de la RTCI de pouvoir traiter ces données. Donc, ma question est la suivante. Comment faire en sorte que la RTCI, bon, c'est peut-être pas c'est peut-être pas une question à vous adresser à vous, mais aujourd'hui, comment emmener en tant que structure qui forme à la protection des données, les entreprises on va dire, à être compliance vis-à-vis de la protection des données à caractère personnel de leurs clients? C'est juste ça, parce que les coûts sont quand même excessifs. Je comprends votre préoccupation. On ne va pas en faire un débat ici parce que je ne suis pas régulateur. Mais il est clair que lorsque on n'a pas la bonne compréhension, comme le dit le principe de transparence dans ces obligations légales, de comprendre réellement, quand on rentre dans une démarche de mise en conformité, qu'est-ce qu'on doit réellement faire, et qu'on reste sur des briques d'information, c'est clair que vous vous retrouvez dans la situation dans laquelle vous êtes. Aujourd'hui, on ne va pas revenir sur le passé. Aujourd'hui, vous allez sur le site de l'autorité de protection. Il y a une liste de cabinets habilités par l'autorité de protection. Je vais le dire de façon très claire. Les entreprises doivent éviter de prendre les raccourcis, très souvent parce que c'est le régulateur qui dit ceci, qui dit cela. Il faut prendre les responsabilités de pouvoir faire de la consultation auprès des cabinets là. Si, bien sûr, on vous donne la liste des cabinets de façon exhaustive, parce que très souvent, ce n'est pas le cas. Mais aujourd'hui, il y a une liste qui est affichée sur le site de l'autorité. On pourra peut-être, si vous voulez, vous donner le lien là en message et puis des autres prendront. Okay. Faites la consultation auprès de ces cabinets-là. Et puis, prenez le temps de pouvoir savoir qui est compétent en la matière et qui vous explique clairement la démarche à mettre en œuvre. La démarche à mettre en œuvre de façon très simple, de façon très claire, elle est simple. Démarche administrative d'obtention d'autorisation, démarche qualité d'implémentation de mise en œuvre de processus dans l'entreprise. Le processus selon lequel la formation du personnel est obligatoire avant la démarche de mise en œuvre, de vous à moi, il y a des compliance officers qui sont connectés. À aucun moment, la formation de tout un personnel a été nécessaire ou a été une valeur ajoutée dans la mise en œuvre d'une démarche qualité dans une entreprise. On forme des managers, on forme un échantillon de personnes. Et puis, ces personnes-là font la divulgation de ce que c'est dans l'entreprise, où on mène ce qu'on appelle une sensibilisation du personnel.
Et cette sensibilisation du personnel-là, elle fait partie du processus de mise en conformité. Elle n'est pas facturée au comptant ou à la tête du client. Après, je ne rentre pas dans un débat de critique ou de juger ce que l'autorité fait. Ça ne me regarde pas, je le dis clairement. Mais vous devez savoir qu'entrer dans une démarche de conformité exige le respect d'un processus et des obligations légales que je vous ai expliquées. La formation de tout un personnel n'est pas nécessaire ou n'est pas une valeur ajoutée pour l'entreprise, surtout avec des coûts exorbitants. Si vous voulez former une particulière catégorie de votre personnel, ça vous engage, on peut vous prévoir ça avec le cabinet conseiller pour pouvoir former vraiment une catégorie de personnel pour atteindre un certain niveau de bonne compréhension de la loi privée. Mais on mène une sensibilisation du personnel sur la culture de la protection des données personnelles pour que ces personnes puissent se rendre compte que là où elles travaillent chaque jour, elles sont sujettes à des violations de données dans leur travail au quotidien pour leur permettre de changer des habitudes. Et on rentre ensuite dans une phase de diagnostic d'état des lieux. L'audit, encore jouer sur les mots, un audit de conformité quand on n'a rien fait n'a aucun sens. On fait un audit sûr de l'existant. Par contre, un diagnostic ou un état des lieux est nécessaire pour pouvoir identifier les non-conformités dans l'entreprise et les rendre conformément aux obligations légales qui ont été exposées. Et lorsqu'on a mis en œuvre les recommandations qui ont été identifiées lors de l'état des lieux par des exemples techniques que je vous avais donné tout à l'heure, quant à la mise en place des mentions légales, les mises à jour des contrats, l'écriture des clauses de confidentialité ou des politiques de confidentialité, vous pouvez maintenant, en petit 2 ou 3 ans après avoir mis en place vos dispositions, de pouvoir faire ce qu'on appelle un audit de conformité parce que vous voulez aller à une certification de conformité. Donc, la démarche administrative là, de traitement de données à caractère personnel, les textes de loi sont très clairs pour les autres qui ne sont pas encore entrés dans cette démarche-là. L'article 5 de la loi ivoirienne dit que toute entreprise qui manipule des données à caractère personnel doit déclarer ses traitements. Donc, ça veut dire qu'on est encore dans un régime déclaratif ici en Côte d'Ivoire, moyennant des frais, bien sûr. Et pour rappel, la Côte d'Ivoire est le seul pays où on paye des frais de déclaration. Deuxièmement, l'article 6 dit lorsque le responsable de traitement a désigné un Data Protection Officer, qui est le DPO, il n'est plus soumis à une déclaration de traitement, sauf si il effectue un transfert de données vers un pays tiers. Donc, ça veut dire que le transfert de données dont on a parlé tout à l'heure avec M. Vallée est une obligation légale lorsque on sort de l'espace économique CEDEAO, pour lequel il faut donc remplir un formulaire de transfert de données et demander à l'autorité. Et l'article 7 qui énumère la liste des traitements soumis à autorisation préalable. Donc, ça veut dire que lorsque les traitements n'ont pas été encore mis en œuvre, vous devez aller auprès de l'autorité de protection pour pouvoir effectivement faire ces demandes-là que vous avez faites là. Mais lorsque l'entreprise existe et que les traitements sont déjà mis en œuvre, vous rentrez dans une démarche de mise en conformité des traitements de données à caractère personnel, dans laquelle on va répondre à une démarche administrative de demande d'autorisation pour l'ensemble de vos traitements de données à caractère personnel. Donc, logiquement, on n'a plus à payer 200 000 francs par traitement. Puisque vous êtes entré dans une démarche de conformité, vous n'êtes plus dans une déclaration de traitement, vous n'êtes pas dans une disposition de demande d'autorisation préalable. Donc, l'ensemble de vos traitements de données à caractère personnel, pour lequel vous êtes entré dans une démarche de conformité, vous devez en obtenir auprès de l'autorité une autorisation de continuité de mise en œuvre du traitement et d'implémentation des dispositifs liés au respect des obligations vous conduisant à une obtention d'attestation de certificat de conformité. C'est parce que les choses ne sont pas très clairement expliquées que vous ne savez pas en fait quoi faire. Sinon, une entreprise nouvelle entre dans une démarche préalable, une entreprise existante va vers l'attestation de conformité
en passant par une autorisation unique pour l'ensemble des traitements. Logiquement, si vous devez payer quelque chose, ce sera seulement 200 000 francs pour l'ensemble de vos traitements, mais particulièrement pour le transfert de données, comme c'est une obligation, vous allez payer donc 200 000 francs supplémentaires. À tout casser, vous ne devrez pas payer au-delà de 3 ou 4 traitements parce que les traitements liés à la biométrie, à la vidéosurveillance, ce sont des trucs particuliers pour lesquels, même si on fait la mise en conformité de cet ensemble-là, il faut valider. Donc, la compréhension de la loi par les autorités compétentes et la compréhension de la loi par les acteurs ou les entreprises est vraiment nécessaire. Mais effectivement, ce n'est pas évident parce qu'il n'y a pas assez de sensibilisation, mais il n'y a pas assez de... Mais en réalité, il n'y a pas de façon transparente auprès des autorités compétentes comment mettre en œuvre là-dessus. Donc, on a l'impression qu'on court après quelque chose dont on n'a pas forcément besoin de dire le nom et qui fait qu'on se retrouve à payer des frais pour simplement des démarches administratives alors que vous n'êtes même pas encore rentré dans la démarche de conformité. Si vous me demandez de vous faire une cotation pour la démarche de conformité, vous allez crier. Mais tant pis pour vous, si vous avez déjà payé l'argent pour rien. Vous devez payer maintenant l'argent pour rentrer dans la démarche de conformité réelle. Mais je pense que les choses sont en train de s'améliorer avec l'impact que DPSE a aujourd'hui dans l'environnement des données à caractère personnel, même si nous savons que ce n'est pas évident. Voilà. OK, merci beaucoup pour la réponse. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas de questions dans le chat, je ne vois pas non plus de main levée. N'hésitez pas à poser vos questions, s'il vous plaît. Nous avons encore, je pense, 25 minutes avant la fin du webinaire. Donc, toutes les questions sont les bienvenues. Et des propositions, oui. Daniel, désolé, hein, je ne sais pas, je suis dans du bruit, donc toutes mes excuses pour ça. Moi, j'avais une question pour M. Brandé, en fait, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à s'appliquer dans les data centers et tout, ici en Côte d'Ivoire. Et la véritable question, c'est de savoir toutes ces données qu'on collecte, même pour les clients et tout, est-ce qu'il y a une obligation, parce que beaucoup ont des data centers qui sont à l'extérieur, est-ce qu'on a l'obligation de laisser toutes ces données collectées là sur le territoire national? Je veux dire, si on a des data centers ici en Côte d'Ivoire, est-ce que pour moi qui suis dans une banque multinationale, il y a une succursale en Côte d'Ivoire, mes données doivent être logées en Côte d'Ivoire ou alors la loi autorise aussi également qu'il y ait des dispositions pour que ces données-là puissent être transférées à l'extérieur. Ensuite, ça c'est la première question. La deuxième question, c'est on vient de voir le cas du Nigeria. On parlait de KYC. Moi, je me dis aujourd'hui, vous avez pris l'exemple, par exemple, des permis biométriques où aujourd'hui, on ne sait même pas, je veux dire, les personnes même qui partent pour faire le permis, on leur demande de mettre empreinte droite, empreinte gauche. Ils ne savent même pas pourquoi on demande de mettre les doubles empreintes. Et puis, voilà, après, on lui donne un permis, il s'en va, on ne sait même pas à quoi ça sert. Ça fait 5 ans qu'on a fait ces permis. Jamais on allait dans une entité où on a dit, bon, écoutez, on va essayer d'assurer la traçabilité au niveau des puces et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre modèle en Côte d'Ivoire, il y a ces informations-là qui sont relayées auprès de la population? Parce que moi, je vais dans une banque, je ne sais même pas que mes données ont une durée de vie. Ensuite, je ne sais même pas quelles sont les données même qu'on doit me collecter. Est-ce qu'on a cette phase de sensibilisation-là qui est faite côté population? Et est-ce qu'aujourd'hui, en phase de réglementation, bien de pénalités qu'on peut donner peut-être à des banques et tout, on sait clairement comment est-ce que tout ça va être défini. Voilà un peu mes deux questions. D'accord, donc je comprends très bien. Alors, par rapport à la première question, le dispositif de transfert de données obligatoire vers un pays tiers répond à votre question. Dès lors qu'on a mis en place au niveau de notre réglementation un transfert de données à caractère personnel, une obligation de transfert de données à caractère personnel hors CEDEAO, ça veut dire qu'on vous donne la latitude de pouvoir stocker ou de pouvoir envoyer vos informations à l'étranger. Il faut juste justifier que là où vous envoyez vos informations, il y a une réglementation à minima sur la protection des données à caractère personnel pour garantir que ce pays-là a une loi
et maintenant que le destinataire qui va recevoir les informations garantisse la sécurité et la confidentialité des informations. Et bien sûr, le contrat qui va vous lier doit stipuler des clauses qui vous permettent de pouvoir être à l'aise sur ces dispositions-là. C'est vrai qu'on parle beaucoup de souveraineté numérique en matière de protection des données à caractère personnel, mais encore faut-il que les dispositions locales, les dispositifs locaux permettent de pouvoir garantir la sécurisation de ces informations. Ce n'est pas parce que l'information ne doit pas sortir que je la garde ici et que si je ne suis pas sûr que l'information gardée dans les data centers en Côte d'Ivoire permet de protéger mes clients, je vais le faire. Une des dispositions de la loi sur la protection des données à caractère personnel réside dans son obligation 6, l'obligation de sécurité et de confidentialité. Le responsable de traitement a pour obligation de garantir l'intégrité et la confidentialité des données. Donc, si vous stockez vos informations, que ce soit en Côte d'Ivoire ou à l'étranger, et que vous rassurez qu'effectivement, les informations stockées, que ce soit sur un data center local ou à l'étranger, rassurez-vous en tant que personne morale responsable de traitement, de rassurer vos clients quant à la confidentialité de ces informations. Go. Deuxièmement, effectivement, la discipline étant nouvelle, la sensibilisation à la bonne compréhension pour la personne concernée, la personne individuelle, sur ces précautions à prendre quant à la gestion de ces informations par une entité juridique est un peu compliquée. Cependant, quand on dit que dans la mise en œuvre de la problématique des données à caractère personnel, dans l'implémentation de ces dispositifs-là dans les entreprises, il faut rédiger ce qu'on appelle une politique de confidentialité et de protection des données personnelles. Il faut mettre des mentions légales sur des formulaires pour pouvoir informer de façon transparente la personne concernée de ce pourquoi vous collectez les informations, de lui donner un recours à un droit d'accès à ces informations. Mais pour aller plus loin, très souvent, quand c'est réduit en ligne, on met « Veuillez consulter notre politique de confidentialité de protection des données » qui est un lien. Et quand il clique là-dessus, il va aller lire cette procédure écrite par l'entreprise pour le rassurer que ces données qui vont être collectées là, en l'état, en l'instant, vont respecter le cadre juridique lié à la protection de ces données. Mais c'est un travail de fourmi, cher ami, et les entreprises ne sont pas forcément averties. Et comme je le disais tantôt, toutes les entreprises courent vers les autorisations parce que c'est le modèle qu'on leur a présenté. Et pour elles, avoir ces autorisations-là justifie pour elles d'être compliance. Mais je vous dis, c'est faux. C'est juste un papier administratif qu'on vous donne. Ça ne justifie en rien que vous êtes compliance vis-à-vis de la protection des données à caractère personnel. C'est encore une autre démarche à faire. On essaie de faire ce qu'on peut pour pouvoir sensibiliser, pour pouvoir permettre. Et je pense que cette lucane offerte par DeFi Community nous permettra certainement de pouvoir entretenir, après cette session que nous avons aujourd'hui, des journées de sensibilisation ou de bonne compréhension sur des thématiques vraiment très spécifiques, mais de façon même générale, même sur la compréhension de la loi. Mais ce n'est pas évident. La com a été faite sur Internet et autres, tout ça, on n'a que 19 participants. Alors que c'est en ligne, c'est gratuit, ce n'est pas payant. Mais ça va venir parce qu'aujourd'hui, les entreprises ou bien les personnes concernées ne sont pas arrivées à un niveau problématique où leur vie privée est vraiment exposée, où ça leur porte véritablement préjudice, ou qu'une entreprise reçoit une sanction telle que ce qu'on entend en France, ailleurs, avec la CNIL et autres et tout ça, pour qu'elles se rendent compte que implémenter le dispositif de la protection des données à caractère personnel, ce n'est pas obtenir un document administratif. C'est réellement une démarche qualité qui permet de pouvoir vous-même être satisfait sur la mise en place de cette division. Il y a des banquiers là que j'ai vus qui sont connectés. Demandez-leur comment est-ce qu'ils respectent trait pour trait les dispositions de la commission bancaire. Demandez-leur, ils ne jouent pas avec ça. Mais c'est parce qu'il y a une disposition contraignante que si elles ne respectent pas, elles ne peuvent pas mener leurs activités. Alors, quand nous allons sortir des dispositions administratives qui
ma foi, font dépenser les entreprises à tort ou à travers, et que nous allons véritablement rentrer dans une disposition volontaire de permettre aux entreprises de s'engager dans cette démarche-là en vue de respecter ces obligations et de se mettre à niveau international, je pense qu'on aura fait un pas vers le respect des obligations là, et qu'on verra certainement un certain nombre de choses. Mais c'est parce qu'elles ne savent pas et on ne peut pas leur en vouloir. Voilà. Elles ont obtenu une autorisation, mais vous rentrez dans l'entreprise, vous remplissez des formulaires, il n'y a aucune mention là-dessus. Vous rentrez dans l'entreprise, il y a des caméras partout, vous ne savez pas ces informations-là, où elles vont, qu'est-ce qu'on en fait? Allez-y sur le site de l'ONESI et puis tapez dans la partie politique de confidentialité, cliquez là-dessus pour ceux qui sont connectés. Et puis, si vous avez le temps, venez me dire ce que vous voyez. Je vous dis à quel niveau nous sommes en matière de respect de la vie privée ou d'implémentation des processus liés à la protection de la vie privée dans nos systèmes, publics comme privés. Il y a un réel travail à faire. C'est clair. Merci beaucoup pour cette réponse-là. Est-ce qu'il y a encore une question ou même des questions pour M. Brandré, s'il vous plaît? OK. Bon, je ne vois pas encore de questions, mais moi, c'est plutôt une contribution. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de parler de la protection des données à caractère. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que les personnes même qui sont concernées, c'est-à-dire les clients, eux-mêmes ne sont même pas au courant, en fait, que leurs données doivent être protégées. Quand je dis, c'est assez simple. Souvent, on part dans les supermarchés, on voit des personnes qui sont arrêtées là avec des stylos, en fait, habillées en t-shirt et qui vous disent, non, monsieur ou madame, il y a un jeu, on a juste besoin de votre numéro de téléphone, etc., etc. Automatiquement, les gens sont prompts à donner leur numéro de téléphone sans même savoir pourquoi est-ce qu'on le donne. Et ils ne posent même pas de question de pourquoi est-ce que vous prenez mon numéro de téléphone. Parce qu'on leur fait juste miroiter que c'est un jeu à l'issue duquel on pourra peut-être avoir, je ne sais pas, un voyage. Il y a un truc bizarre là, quand c'est à vie. Hein. Ils te disent, ils vont gagner un voyage, je ne sais pas dans quel pays. Mais les clients sont appâtés avec ce genre de choses-là et ils ne réfléchissent même plus à comment sont conservés ces numéros de téléphone-là. Donc ici, moi, je me demande aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait? C'est vrai, on parle des entreprises, certes, mais les clients eux-mêmes qui sont au cœur même de cette loi-là, comment est-ce qu'on fait pour les éduquer ou les sensibiliser parce qu'ils ne savent même pas que leurs données doivent être protégées? Parce qu'ils donnent facilement l'information à des personnes, etc., etc. D'accord. C'est avant de pouvoir donner vos données à quelqu'un, il faut vous rassurer qu'il y a au moins une mention d'information, une mention que la personne vous dit. Si c'est à l'oral, que monsieur, effectivement, nous effectuons une loterie ou un jeu et que les informations que nous allons collecter sont des informations qui vont rester confidentielles et que nous vous rassurons que ces informations-là ne seront pas transmises à des opérateurs téléphoniques pour vous faire de la pollution numérique et que nous sommes telle entreprise, donc nous vous donnons la possibilité, si jamais vous constatez une violation de vos données, de pouvoir nous adresser un droit d'accès ou bien nous faire de notre utilité compétente. Ou bien le formulaire qu'on va vous donner pour remplir là. Si vous ne voyez pas cette mention légale protection des données à caractère personnel, ça veut dire que l'entreprise n'est pas compliance. Elle ne sait pas et que les données qui vont être collectées là, même si c'est pour une bonne chose, c'est des alertes. C'est-à-dire que vous, en tant que personne individuelle, ce sont des signaux que vous devez observer pour pouvoir donner vos données. Lorsque nous sommes sur du numérique, lorsque nous sommes sur Internet, quand nous allons vers des applications, quand nous allons vers des systèmes, on doit d'abord vous proposer la politique de confidentialité. Même si on ne lit pas, hein, c'est vrai qu'on ne prend pas la peine de lire, mais vous devez vous rassurer que cette politique de confidentialité de protection des données personnelles existe pour qu'après, vous puissiez la lire et vous rendre compte. Si vous ne pouvez pas tout lire, quand vous allez sur cette politique de confidentialité, recherchez tout de suite la mention qui précise où est située la localisation de l'entreprise, son numéro de téléphone et tout ça, et recherchez derrière les informations qui vont être collectées, où elles sont transférées, comment elles sont sécurisées, et ensuite, est-ce qu'on vous donne un recours pour un droit d'accès à ces informations-là?
Voilà. Donc, si on ne vous donne pas ça, ça veut dire qu'on ne vous donne pas la possibilité de vous plaindre s'il y a quelque chose. Ces 3 points-là sont nécessaires lorsqu'on est sur du numérique pour pouvoir justifier que si je donne mes informations, je suis rassuré. Et en plus, après, la finalité doit être bien définie. Si la finalité est définie, ça vous permet de savoir que les informations que vous allez transmettre là, elles sont pertinentes et proportionnelles à la réalisation de la finalité. Si on doit aller au-delà, c'est-à-dire qu'on doit utiliser ces informations-là pour autre chose, il doit y avoir une case à cocher qui vous dit que nous demandons votre consentement ou votre autorisation pour utiliser ces informations-là au-delà de la finalité pour laquelle nous. S'il n'y a pas ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Voilà. Donc, c'est des indicateurs que les personnes individuelles doivent constater avant de pouvoir transmettre leurs données. On a besoin même de poser même la question à la personne, mais vous voulez prendre mes informations, qu'est-ce que vous voulez en faire? Ah, moi, je ne sais pas, on m'a envoyé simplement pour prendre une je ne te donne pas. Voilà. Est-ce que si vous ne participez pas au jeu, que vous ne voyagez pas, vous avez... Non. Voilà. Voilà. Mais c'est clair, je suis d'accord avec vous que la sensibilisation est vraiment très importante aujourd'hui pour les personnes concernées. Notre cabinet essaie de faire un certain nombre de choses. On a initié ce qu'on appelle le vendredi des données personnelles, qui est une activité quand même tous les mois. On a arrêté un peu à cause des vacances, et puis après le retour avec beaucoup de choses, donc on va reprendre certainement en janvier, mais qui sont des lucanes pour pouvoir permettre aux personnes individuelles de venir échanger et de comprendre réellement de quoi il s'agit. Mais surtout, pardon? Oui, c'est gratuit, bien sûr. Donc, et aussi d'aller sur notre site. On a une page de blog où vraiment on mène de la sensibilisation sur des thématiques bien définies et autres pour avertir les personnes concernées et autres, tout ça. Lors du passage même de 8 à 10 chiffres, j'avais fait une interview sur comment savoir quelle bonne application il faut utiliser juridiquement pour ne pas télécharger des applications et puis se faire après infecter son téléphone ou son ordinateur. Voilà. Et nous sommes, voilà, donc c'est ça. Merci beaucoup pour cette réponse. Est-ce qu'il y a encore des questions pour M. Brandry? S'il y a des questions, il faut juste lever la main ou les poser dans le chat, s'il vous plaît. À moins qu'il n'y en ait plus. Dans tous les cas, nous sommes à 9 minutes de la fin de notre webinaire pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'ai pas entendu les banquiers. Ils sont restés silencieux. Je n'ai pas entendu Stéphanie. Je n'ai pas entendu Eric. Je ne sais pas, les banquiers, vous êtes passés où aujourd'hui? Je n'ai vraiment pas entendu les banquiers de toute la session. Pas vraiment besoin d'ajouter. C'est assez clair, donc on n'a pas besoin de rajouter. Je pense que ça correspond à, en tout cas pour ma part, les informations qu'on a reçues ne diffèrent pas de celles qu'on a reçues lors de formation avec le cabinet qui nous a été conseillé par la RTCI, donc qui suit actuellement notre processus de mise en conformité. C'est vrai qu'on ne comprend pas trop certaines choses, on trouve qu'il y a des choses qui sont un peu... Tu m'as parlé du prix et tout ça, oui, mais il y a certaines choses qui, pour moi, n'étaient pas nécessaires, mais qui sont faites quand même. Mais on va dire que c'est tout nouveau, tout beau, donc tout le monde cherche à vouloir se mettre en conformité. Donc, on se rue, on n'est pas très sûr de ce qu'il y a à faire, mais on suit ce que le régulateur, entre griffes, demande de faire pour l'instant. Mais je pense qu'avec le temps, comme il l'a signifié, on pourra avoir des procédures beaucoup plus claires, des processus beaucoup plus clairs et puis des frais moins importants, surtout pour les entreprises qui n'ont pas forcément ces moyens-là, mais qui doivent aussi se conformer. Voilà un peu. Merci beaucoup. J'ai une question à poser à Mme Koné. Tout à l'heure, elle a dit que oui, voilà, elle suit un processus avec des cabinets. Cabinets conseillers ou c'est des cabinets dont vous avez fait la consultation ou on vous a donné une liste particulière de cabinets et c'est en cela que vous avez choisi. La question est importante. Oui, j'ai entendu cabinet conseillé par le régulateur, donc je suis un peu surpris. Je pense que notre service de conformité s'est renseigné pour savoir sur la place quel était le cabinet qui avait commencé les formations par rapport à la mise en conformité pour le, comment on appelle ça, pour les données à caractère personnel. Malheureusement, j'ai complètement oublié le nom du cabinet.
mais je pense qu'ils se sont plus renseignés. Ils ont aussi approché le régulateur et de fil en aiguille, on nous a adressé, je pense, un cabinet. Mais je ne pourrais pas vous confirmer à 100% pour vous dire voici comment le processus a été mené parce que je ne. Non, c'est pas. Mais on a été conseillé en fait. On a été conseillé. Il n'y a pas de souci. Puisqu'après, c'est advenu après l'audit de la commission bancaire chez nous, je pense. Oui, bien sûr, tout à fait. Je pense que c'est après l'audit de la commission bancaire qu'ils ont demandé qu'on se conforme par rapport à ce point-là. Et de fil en aiguille, les renseignements ont été pris et puis le cabinet, on a été adressé auprès du cabinet qui a commencé le processus de mise en conformité. On doit même avoir, je pense, c'est quoi le mot qu'ils avaient utilisé, un déclarant ou bien quelqu'un qui est chargé de suivre tout ce qui est suivi de ces règles-là en interne, qui pourra reporter à chaque fois au régulateur. C'est-à-dire le DPO, en fait, le Data Protection Officer. Vous ne l'avez pas encore désigné. Bon, on ne l'a pas encore désigné. Je pense qu'ils hésitent entre le faire pour une personne qui sera rattachée à MONSA ou bien un truc externe. Pour l'instant, je pense qu'ils n'ont pas encore décidé. On est plus dans le plan de rémédiation, donner des informations. Ils sont venus ici faire une sorte de questionnaire avec le staff, tout ça, quand on a fini la première formation. Donc là, on est plus dans les corrections et tout avant de finaliser ce point. D'accord, OK. Je vous remercie, il n'y a pas de souci. Merci aussi, c'est très clair. D'accord. Nous avons une main levée, Joseph. Oui, nous avons une main levée. Tu peux poser ta question. Oui, bonjour à tous et merci vraiment à DFI Community et à M. Léon pour la qualité de cette présentation et surtout même pour l'initiative qui a été prise quand même. Donc, je trouve que le sujet est très important. Malheureusement, je suis un peu venu en retard. Mais bon, je suis venu au moment où vous parlez de la sensibilisation que je trouve très importante et qui ne doit pas seulement se limiter aux personnes qui sont instruites, bien sûr, mais qui doit être élargie vers ces populations-là qui sont exclues des banques classiques. Je suis dans le secteur de la microfinance et effectivement, quand on part sur le terrain, donc facilement, on peut collecter les données. D'où cette sensibilisation-là, je pense qu'il doit être tourné vers cette cible-là. Donc, vous organisez, certes, vous l'avez dit tantôt, donc des rencontres pour pouvoir quand même sensibiliser davantage les clients ou les utilisateurs de manière générale. Mais je pense que cette sensibilisation aussi doit de plus en plus être orientée vers ces populations-là qui sont principalement en zone rurale ou bien qui sont dans nos quartiers et qui n'ont pas cette maîtrise de ces politiques-là de confidentialité des données. En tout cas, merci beaucoup. J'espère qu'après, avec l'enregistrement, donc je pourrai un peu me rattraper. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, Jo. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une contribution de plus? Je ne vois plus de mains levées, je ne vois plus de questions dans le forum. Donc, je suppose qu'il n'y en a plus de questions. Ariane, tu as une question? Je ne t'ai pas entendu de toute la présentation, alors que je sais que tu as beaucoup à nous partager. Je n'ai pas non plus entendu… Daniel, moi j'aurais une doléance pour M. Brandré, c'est vraiment de continuer à promouvoir ce genre d'initiative-là, surtout pour nous-mêmes, personnes privées. Je pense qu'on va très rapidement avoir des possibilités comme ça de mieux nous informer encore dans les détails et puis même d'exiger à nos banques de nous envoyer ces politiques pour qu'on voit bien ce qu'on doit donner ou pas. C'est vraiment capital parce que voilà, souvent on arrive, on nous demande des choses, bon, tu as l'impression que c'est de la contrainte et pourtant pas, tu vois. Donc, je pense qu'il faut quand même qu'on le demande. Et puis, pour nous qui cherchons vraiment à démocratiser la question de l'inclusion financière, voilà, est-ce que récupérer des données spatiales, tu vois, les empreintes, est-ce qu'aujourd'hui, on peut créer des comptes pour des personnes sans avoir besoin de pièces d'identité compliquées à fournir? Tu vois, donc, voilà, est-ce qu'on peut regarder avec des modèles, voir qu'est-ce qui est contraignant? Allô, on t'a perdu? Pas pour nous, pour que, voilà, voilà, aussi simplement. Ouais, c'est très simple, hein, c'est très simple, cher ami.
Les contacts sont affichés devant vous. Donc, on peut prendre rendez-vous et puis échanger sur la question et puis voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut vous aider ou vous accompagner dans cette démarche-là pour que vous puissiez savoir réellement de quoi est-ce qu'il s'agit. Voilà. C'est vrai que beaucoup de choses restent à faire pour la vulgarisation de certains dispositifs, très simples même d'ailleurs, pour permettre aux entreprises de savoir, quand on s'engage dans cette disposition-là, qu'est-ce qu'il faut faire déjà à la base, de façon très transparente. Et puis après, entrer dans une démarche de conformité, c'est un processus, c'est autre chose. Mais déjà vulgariser le B.A.B.A. de cette discipline-là, pour que vous puissiez vous rendre compte déjà de quoi est-ce qu'il s'agit, qu'est-ce qu'on doit faire, et à partir de là, où est-ce qu'il faut aller. Donc, on est vraiment ouvert après la session pour vraiment échanger sur la question et voir dans quelle mesure est-ce que pour certaines ou celles qui sont dans le besoin, ou même qui sont même déjà engagées, mais qui veulent aller plus loin pour l'implémentation de certains processus, d'être à disposition pour pouvoir les aider à évoluer sur la question. Mais aussi un partage d'expérience. On a des idées, mais on peut aussi proposer certaines choses qui nous permettront de pouvoir aborder des sujets sur les vendredis des données personnelles que nous organisons et que ça soit le cadre pour pouvoir échanger avec ces personnes-là dans la bonne compréhension des dispositions de la loi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci bien, merci Kevin. Bon, je pense qu'il ne faut pas juste tirer sur les banquiers, c'est tout le monde. Donc, c'est tout le monde, donc suivez simplement mon regard. Donc là, il est 11 heures. Je pense que nous sommes dans le temps qui avait été imparti, donc c'était 9h, 11h. Et s'il n'y a plus de questions ou d'autres interventions ou des contributions, j'aimerais encore remercier M. Brandré et son équipe, mais surtout M. Brandré qui a accepté de nous entretenir sur ce thème important de la relation, de la gestion de la relation client et la protection des données dans le cas des transactions électroniques. Merci encore pour ce que nous avons appris. En tout cas, pour certains, ça a été une piqûre de rappel. Pour d'autres, ça a été une découverte. Donc, j'aimerais encore vous remercier pour cela et on espère pouvoir pousser la réflexion avec l'aide du groupe DPSE pour les entreprises qui veulent rentrer en conformité et autres. Là, on a les contacts de M. Brandré et de son entreprise. Donc, vous pourrez les demander et ces éléments vous seront partagés pour votre processus de mise en conformité. Donc, merci encore à M. Brandré. Merci également à chacun des participants. Je sais qu'on n'est pas habitué à faire des webinaires les samedis matins. Donc, je peux comprendre qu'on n'est pas forcément nombreux. On va s'habituer à cela, c'est important pour nous. Donc, merci encore à vous. Merci à chacun d'entre vous. Et puis, on se donne rendez-vous par la grâce de Dieu pour la fin du mois. Le 27, on a le 3e webinaire. Cette fois-ci, on va parler de prévoyance sociale et des personnes ou d'inclusion financière des personnes à leur propre compte. Donc, dans tous les cas, vous aurez le thème qui a été choisi, on vous le donnera et on aura un représentant de la CNPS. Kevin, si tu peux me donner le nom du monsieur et sa fonction, s'il te plaît, juste pour rappel. Allô? Oui, on sera avec M. Baïd, qui est le directeur de la gouvernance à la CNPS.